Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette salle. Je suppose que vous êtes heureux de vous y retrouver après ces mois un peu particuliers, un peu difficiles. Vous êtes en fait tout aussi nombreux et peut-être même encore davantage car il y a beaucoup d'internautes qui nous écoutent. Ils sont en direct avec nous et ils vont suivre ces deux tables rondes que nous allons avoir tous ensemble. Alors bien sûr, vous dans la salle, si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions à nos invités, débattre avec eux des sujets qui vont faire l'actualité de cette rencontre. Sans grande surprise, nous allons revenir bien sûr sur la conjoncture économique après cette situation très particulière que nous avons vécue, que vos entreprises ont vécue. Et puis, nous allons avoir le plaisir, alors en deux temps, de recevoir d'abord Nicolas Bouzou, spécialiste, économiste, qui est déjà venu, je crois, 2 ou 3 fois ici, Nicolas, et qui sera là encore pour commenter à la fois la conjoncture mondiale, puis française, et puis avec le président Didier Desnus local. On va faire un petit peu en entonnoir ses commentaires. Et on aura une deuxième table ronde ensuite à laquelle nous avons convié 2 chefs d'entreprise de l'Essonne, 2 spécialités très différentes, mais toutes 2 très innovantes. On va le voir, 2 belles entreprises. L'une SIR sur les énergies renouvelables et plus spécifiquement le photovoltaïque. Et la deuxième, bien connue, les laboratoires Servier, dont vous savez peut-être qu'ils sont en train de s'implanter à Paris-Saclay, après beaucoup d'autres. Donc nous allons revenir sur ces deux, avec nos 2 invités sur ces actualités. Et on commence tout de suite donc avec Nicolas Bouzou, Didier Desnus, s'ils veulent bien me rejoindre. Merci à eux. Voilà, première partie, donc on revient sur cette conjoncture économique. Vous l'avez souhaité, Président, vous-même. On va écouter Nicolas Bouzou nous donner un peu cet aperçu, son regard sur tout ce que nous avons vécu et sur ce qui nous attend aussi quand même. On n'est pas seulement évidemment sur le constat et le bilan. Et puis vous-même, quand vous le souhaiterez, avec vous, on verra comment cela se rapporte à nos chiffres ici dans l'Essonne. Nicolas Bouzou, eh bien allons-y. Ce qui s'est passé, comment le qualifiez-vous ? Et partez-vous d'une situation mondiale pour arriver sur la France ou plutôt d'emblée ce qu'a vécu notre pays ? Oui, alors, comme exemple déjà, d'autres. bonsoir à toutes et tous. Moi, mon idée, c'est que quand on regardera ce qui s'est passé dans quelques siècles, parce qu'on le regardera dans quelques siècles, ce que nous avons connu est d'une gravité tout à fait exceptionnelle, on se dira, je parle là justement du niveau mondial, que cette crise a été exceptionnellement bien gérée. Voilà. Elle a été remarquablement bien gérée sur le plan philosophique. On a tout de suite voulu protéger les plus faibles d'entre nous, quitte d'ailleurs à en subir un coût économique très important. Elle a été bien gérée sur le plan sanitaire. On a eu des vaccins incroyablement efficaces 1 an après le début de la crise. Et elle a été, c'est le point évidemment central pour notre conversation ce soir, plutôt bien gérée du point de vue économique parce que, on va parler de la France dans quelques instants, mais dans la plupart des pays au monde, on a souhaité protéger les entreprises, protéger les gens, protéger les ménages, protéger les salariés, avec une idée qui était une idée extrêmement juste du point de vue intellectuel, alors qui a été tout à fait justifiée du point de vue moral, mais qui en plus était juste du point de vue intellectuel, qui était de dire cette crise n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Et donc c'est tout à fait différent. Quand vous êtes dans une crise économique du type celle de 2008, ce que je vais dire est terrible et c'est difficile à défendre dans le débat public, mais qu'il y ait des entreprises qui disparaissent est normal et d'une certaine façon, c'est même une nécessité parce que les faillites d'entreprises, malheureusement, c'est très pénible, mais ça joue un rôle dans le capitalisme de réallocation des facteurs de production. Donc quand vous êtes dans une crise économique endogène, pour parler comme un technocrate, il faut quand même qu'il y ait des faillites. Mais là, on n'était pas du tout là-dedans. On était dans une crise sanitaire qui n'avait absolument rien d'économique. C'était pas de la faute du restaurant en face de chez moi ou en face de la CCI. Si il y a une crise sanitaire et s'il a été obligé de fermer ou si on lui a demandé de fermer. Donc, on avait besoin de le protéger pour être sûr qu'il serait là au moment de la reprise. Et c'est ce qu'on a fait.
Et donc on l'a fait dans la plupart des pays du monde, alors sous des modalités différentes. Il y a des pays où on n'a pas fait de chômage partiel, mais on a versé directement de l'argent aux gens, aux États-Unis par exemple. Il y a des pays où on a soutenu les entreprises plutôt par des subventions que par des prêts bancaires, comme on l'a fait en France. Mais en tout cas, cette idée de protéger l'économie, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire au maximum. Le résultat de tout cela, c'est que la récession mondiale l'année dernière, elle a été de 2%. Alors 2%, on n'avait pas eu de récession mondiale depuis très longtemps, mais vu la gravité de la crise, je dirais qu'on a limité les dégâts, pardonnez-moi de parler vulgairement, et on a eu une reprise relativement rapide en Chine et aux États-Unis, avec, et ça c'est un point que je soulignais, c'est très important pour nos débats, y compris nos débats de politique publique ces prochaines années, avec une accélération considérable de l'innovation. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle a attisé la compétition entre la Chine et les États-Unis, et cette compétition se fait beaucoup par l'innovation. Ça a été très peu dit, mais dans les 4 plans de relance Biden aux États-Unis, vous avez eu une loi qui a été passée par un sénateur américain qui met en place une subvention de 250 milliards de dollars à la recherche et développement aux États-Unis. Oui. Le budget de la DARPA, cette fameuse agence d'innovation qu'on essaie à juste titre d'imiter en Europe, le budget de la DARPA, à la faveur de la crise, a été doublé. Pas été augmenté de 20%, il a été doublé. Ils n'ont pas hésité. Oui. Et le plan quinquennal chinois, c'est à peu près la même chose. Oui. La Chine, et je m'arrête juste là, mais la Chine investit 6% de son PIB en R&D tous les ans, les Américains 3%. Alors les Chinois, évidemment, partent de moins haut que les Américains, mais vous voyez qu'en fait, aucun ne veut se laisser dépasser. Et donc ça, c'est un booster extraordinaire de l'innovation au niveau mondial. Et le simple fait, d'ailleurs, vous l'avez dit, que les vaccins aient été trouvés aussi rapidement, montre aussi le dynamisme de l'innovation, notamment dans le domaine de la santé. On va y revenir. Exactement. Avec l'un de nos invités tout à l'heure. Oui. Alors, si l'on revient maintenant, le choc quand même immense pour beaucoup d'entre nous, oui, y compris pour les entreprises, a été de voir la dépendance économique de nos entreprises, même lorsqu'elles allaient bien, à quel point elles sont dépendantes de l'étranger, de l'extérieur, et à commencer bien sûr par l'Asie. Ça a été un choc pour vous aussi, oui, pour vous analystes, quand on a tous découvert à quel point on dépendait, je commence par les masques, mais par bien d'autres choses. Oui, bien sûr, mais je dirais qu'on le savait théoriquement, puisqu'on a souvent parlé avec vous ici de la désindustrialisation, par exemple. Ce n'est pas quelque chose que l'on a découvert avec la crise, mais simplement, disons que ça a été concrètement révélé avec la crise, c'est-à-dire qu'on a vu les problèmes extrêmement concrets que ça pouvait générer. Je vous cite juste une anecdote qui restera pour toute ma vie. Lors de la première réunion des économistes autour de Bruno Le Maire, nous avons eu un exposé d'un économiste de Bercy sur le secteur automobile. Et en fait, on s'est rendu compte que la totalité des pédales de frein qui étaient utilisées sur les sites de production français étaient produites quasiment sur le même site en Chine. Et donc, on pouvait toujours continuer de faire des voitures, mais des voitures sans pédales de frein, c'était quand même dangereux. Alors, certes, il y a les voitures électriques où il n'y a pas de frein, mais enfin bon, ça doit représenter encore 5% du parc automobile, donc c'est pas suffisant. Donc, on a vu ça, et voilà. Et après, donc, la crise a révélé ce genre de choses. Ouais. Mais d'une certaine façon, la crise... Là, je trouve que c'est l'un du sujet sur lequel on a pris conscience du problème et on essaie quand même de le corriger, à la fois du côté public et du côté privé. Le plan France Relance, que j'ai beaucoup soutenu, que je trouve très bien, il vise quand même à... Notamment, c'est quand même une tentative de réindustrialisation de la France, et je pense qu'il est plutôt bien faite. Et le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République dans quelques semaines va à peu près dans la même direction. Mais chez vous aussi, dans les entreprises et les grandes entreprises, on voit quand même depuis un an un effort majeur pas forcément de relocalisation, mais de diversification des approvisionnements. L'idée étant de se dire, les pédales de frein, on va peut-être pas les faire tout de suite parce qu'on sait pas bien le faire, etc. Mais par contre, plutôt que de les importer uniquement de l'usine de Wuhan, il y a une usine en Pologne qui pourrait le faire, on va quand même aider l'usine polonaise à le faire. Et on ne va pas prendre de tels risques. On gagne en résilience à la faveur de la crise. Didier Desnuges, si l'on revient un peu, donc la reprise est là, nous dit Nicolas Bouzou, même assez rapidement. C'est une heureuse nouvelle, peut-être pas surprise d'ailleurs, mais en tout cas c'est une heureuse nouvelle. C'est un fait. Vous le confirmez d'ailleurs dans l'Essonne, rapidement peut-être, avec quelques chiffres. Bien sûr, il y a eu des défaillances, mais pas tant que ça. Oui, non, pas tant de ça. Une baisse importante des radiations d'entreprise, et on le comprend, et Nicolas Bouzou nous a expliqué pourquoi. Bien sûr, et là je dois souligner également le
le travail important du tribunal de commerce sur les mesures de sauvegarde qui sont quelquefois méconnues, mais qui sont importantes pour pouvoir sauver les entreprises à ce niveau-là. Une dynamique, effectivement, hein, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, hein, puisqu'on a une baisse de 9% du nombre de demandeurs d'emploi au deuxième trimestre 2020. Et on a une tendance qui est même accentuée en décembre, hein, avec une diminution de 11,5% sur la même période. Concernant, disons, l'activité économique du département, là aussi, on peut considérer que c'est un département qui est dynamique. Hein. La Banque de France, je parle sous le contrôle de Dominique Calvet, qui est présent dans la salle, prévoyait un taux de chômage de 9,2 pour l'année 2021 au niveau national. Il est pour l'instant de 7,7% au niveau régional, 7% au niveau du département. Et encore beaucoup plus important sur le premier trimestre. L'emploi salarié a même progressé de 0,3% en Essonne. Oui. Donc on est sur un département dynamique. Avec un point important, et on y arrive, d'ailleurs Nicolas Bouzou l'a un tout petit peu effleuré, on se retrouve même devant une pénurie de main-d'œuvre. On l'a tous noté dans les actualités récentes, dans les informations récentes. Beaucoup d'entreprises, et je crois que c'est aussi le cas dans l'Essonne, vous allez peut-être nous le dire, font remarquer que oui, problème de main-d'œuvre, alors peut-être de formation aussi, on y reviendra dans notre deuxième table ronde. Nicolas Bouzou, c'est un des points que vous retenez de cette reprise aujourd'hui. Oui, alors déjà quand même pour voir le verre à moitié plein, s'il y a 18 mois, on m'avait dit, dans 18 mois, le principal problème de l'économie française, ce sera les pénuries de main-d'œuvre, mais j'aurais signé tout de suite. Oui, vous auriez été très surpris. Ouais. Enfin, en tout cas, j'aurais signé. Oui. Mais ces pénuries de main-d'œuvre, elles existent et elles sont un problème pour vous. Mais vous le voyez comme un bon signe. Non, mais je le vois. En fait, ce que vous voyez dans l'Essonne est quand même assez vrai à l'échelle d'autres territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a plus d'emplois salariés dans le secteur privé que fin 2019. C'est quand même remarquable. On critique souvent la France, on a raison, on critique souvent l'État, on a raison, mais là, force est de constater que le quoi qu'il en coûte a été bien pensé et bien exécuté. Qu'il a coûté cher, évidemment, mais pour un bon résultat. Peu de faillites, le chômage est revenu à son niveau d'avant-crise et le pouvoir d'achat de la plupart des gens, pas de tout le monde, pas des étudiants, pas des professions libérales, mais des salariés en tout cas, a été préservé. Donc ça a été une bonne politique, une politique efficace et bien menée, notamment par les administrations de Bercy et par le ministère du Travail. Nous sortons de cette crise avec encore plus de pénurie de main-d'œuvre qu'à l'entrée parce que nous avons perdu beaucoup de monde dans cette crise. Dans tous les secteurs, il y a des gens qui sont partis. On ne sait pas trop où d'ailleurs, hein, c'est pas encore. Non, mais c'est pas encore parfaitement documenté. Non, mais ils ne sont pas tous revenus. Je prends un exemple, parce que j'ai eu cette conversation avec lui il y a quelques jours. Sébastien Vazin me dit qu'il a perdu 25% des effectifs d'accord. Bon, c'est quand même absolument stupéfiant. Bon, donc on ne sait pas trop où ces gens sont partis. Les pénuries de matières premières vous inquiètent beaucoup, mais moi elles m'inquiètent moins parce qu'elles vont quand même s'arranger avec le temps. On voit déjà d'ailleurs que sur certains marchés de matières premières, les prix commencent à baisser. Les problèmes de biens intermédiaires comme les semi-conducteurs, ce sera plus compliqué, mais à la fin de l'année, on aura quand même beaucoup de semi-conducteurs parce qu'on en produit énormément aujourd'hui. C'est comme les masques, hein, on en a manqué au début, maintenant on en a plein. Les semi-conducteurs, c'est pareil. En revanche, pour vos entreprises, recruter des gens, ça prend un peu plus de temps. Raison pour laquelle je pense que le gouvernement a eu raison finalement d'appliquer la réforme de l'assurance chômage tout de suite. Voilà, je sais que c'est une réforme qui est discutée, etc. Mais bon, je pense qu'on a raison de le faire. Le marché du travail est tendu. Il faut un peu restreindre l'accès à l'assurance chômage. Deuxième chose, je pense que évidemment, il faut faire des choses en matière de formation professionnelle, il faut former des gens. Moi, j'ai proposé de flécher, par exemple, l'argent du compte formation, peut-être un peu plus vers les métiers en tension, parce que j'ai beaucoup soutenu la réforme de la formation professionnelle. Je pense que le compte personnel formation, c'est super. Je voulais une réforme libérale, elle est très libérale. Elle est peut-être un peu trop, dans la mesure où voilà, les gens se forment, c'est très bien. Moi, je connais très bien ça. Hein. Ma femme est dans l'artisanat, elle est vitrailliste, donc un marché sur lequel il n'y a pas de demande. On forme plein de vitraillistes, qui vont du coup former d'autres vitraillistes. On fait une pyramide de Ponzi. Bon, bref. Voilà. Tout ça doit être un peu amélioré. Je m'en étrangle. Je pense que il faut, c'est ce que disait François Asselin l'autre jour dans la presse, mieux cibler, puis carrément vous mettre dans vos entreprises
des gens que vous allez former rapidement. Je crois que c'est surtout ça. Je pense que oui. vous êtes dans l'urgence, vous savez former. Alors peut-être pas donner des formations académiques, mais c'est pas grave. Et donc, je pense qu'il faut vous proposer cette possibilité-là. Le temps que vous puissiez boire, Didier Desnus, d'accord avec cela. On va y revenir d'ailleurs sur la seconde table ronde parce que je sais que nos deux invités, chefs d'entreprise, connaissent cette question de la formation qui est parfois difficile. Ensuite, vous nous dites les entreprises, oui, ont plutôt bien résisté, beaucoup grâce aux aides, évidemment, de l'État. Alors, deux questions. L'État s'est endetté un peu plus, on va y revenir, et là-dessus, vous avez sûrement un avis. Et les entreprises, quand même, se sont, pour beaucoup d'entre elles, endettées. Didier Desnus, d'abord, dans l'Essonne. Je voudrais juste avoir l'avis de Nicolas Bauzy sur justement l'endettement des entreprises, puisque, effectivement, les entreprises se sont endettées, mais les fonds garantis par l'État et toutes les mesures qui ont été mises en place font que je dirais l'endettement net est moins élevé qu'avant crise. A été contenu, oui. Moins élevé qu'avant crise. Donc ça peut être effectivement une opportunité pour l'après-crise. Donc on en parlera tout à l'heure. Je pense que le rebond, il va être fort, il va être très fort. Il va y avoir besoin de financement et cette réserve qui a été créée, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc effectivement, l'État a mis la main à la poche, largement. J'ai quelques chiffres à vous donner sur le plan départemental, sous contrôle de Philippe Coupard et de Philippe Dufresnoy. Et j'en profite pour saluer monsieur le préfet qui vient de nous arriver et qui s'est excusé parce qu'il avait d'autres obligations. Et je vous remercie d'être présent. Donc le fonds de solidarité, c'est plus de 430 millions pour 150 000 aides accordées. Donc on est sur la bonne moyenne. Je crois que c'est à peu près ça sur le plan national. Les prêts garantis par l'État, on est sur 2 milliards pour 10 000 entreprises. L'aide aux artisans commerçants, c'est 12 millions pour 15 000 aides accordées. Alors bien entendu aussi, les 62 millions d'heures, c'est bien ça, monsieur Philippe Coupard, je ne me trompe pas, de l'activité partielle qui ont été accordées. Là-dessus, il faut rajouter malgré tout aussi les aides, pas malgré tout, mais heureusement, les aides qui ont été accordées par la région. La région, c'est le fonds résilience, c'est 500 bénéficiaires pour 10 millions d'euros. 410 chèques numériques. Ça, les chèques numériques, c'est essentiellement pour les commerçants, pour se former au numérique. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, un prêt rebond à taux zéro à hauteur de 25 millions. Donc, des chiffres qui font tourner la tête et dont on ne pouvait pas envisager cette importance avant crise. Mais on a pu le faire. Nicolas Bauzy, que mettez-vous en avant, l'endettement des entreprises ou l'endettement de l'État? Ou est-ce que l'un et l'autre Non, mais les deux. Bon, alors, concernant l'endettement des entreprises, en fait, je pense que les problèmes d'endettement vont être extrêmement sectorisés, parce que vous avez tout à fait raison de dire que l'endettement s'est envolé. L'endettement des entreprises s'est envolé avec la crise, mais l'épargne liquide des entreprises, on le voit dans les chiffres, et la Banque de France pourrait sans doute le confirmer, mais cette épargne au fonds liquide s'est aussi envolée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je trouve ça très bien, certains à Bercy s'en inquiètent, mais vous voyez par exemple des restaurants ou des hôtels qui sont en train de faire plein de travaux. Alors c'est l'argent du PGE, c'était pas fait pour ça au début, mais à la limite, bon, si ils investissent un peu avec cet argent, je vois pas trop le problème, ça me paraît pas grave. Je pense quand même qu'il y a des opérateurs qui ont été moins aidés que les autres, par exemple certains grands acteurs du tourisme, par exemple, et qu'on n'échappera pas à des restructurations de dettes, et que, malgré tout, la problématique de l'endettement des entreprises, elle peut pas être complètement écartée, même si je suis d'accord avec vous, globalement, il faut pas trop s'en inquiéter. Alors, concernant l'endettement de l'État, premier argument par rapport à l'endettement de l'État, si on n'avait rien fait, de toute façon, on aurait la même dette aujourd'hui, parce qu'on aurait eu tellement de faillites, tellement de chômage, etc., que la dette aurait explosé. Donc, on aurait le même niveau de dette sans avoir protégé les uns et les autres. Et d'ailleurs, je parlais des réunions autour du ministre de l'économie. En mars 2020, personne n'a eu l'idée de dire, tiens, ce serait peut-être quand même une bonne période pour essayer de gérer un peu mieux les finances publiques, etc. C'est absurde. Donc, on a donné de l'argent, on en a donné beaucoup. C'était la crise économique la plus grave depuis 80 ans. Et donc, on a eu parfaitement raison de le faire. Et tous les pays l'ont fait. La France a un endettement public qui sera passé de 100 à 120% du PIB, mais les États-Unis aussi, l'Allemagne de 50 à 70. Alors évidemment, ils partaient de plus bas, mais grosso modo, on retrouve à peu près des augmentations de dette publique de la même ampleur dans tous les pays. Et alors, dans notre malheur qui a été grand ces 18 derniers mois, on a eu au moins une chance, c'est qu'on est entré dans cette crise dans un contexte financier de taux d'intérêt extrêmement faibles, voire nuls, voire à certaines périodes négatifs.
ce caractère très bas des taux d'intérêt ayant été encouragé par la Banque centrale européenne qui a acheté énormément des obligations d'État émises pendant cette crise, à peu près 70% des obligations émises par les États de la zone euro pendant la crise. Et donc, il s'est passé quelque chose de très paradoxal du point de vue des finances publiques, c'est que plus le taux d'endettement a augmenté, plus la charge des intérêts de la dette publique, rapportée au PIB ou au budget d'État, peu importe, a diminué. Bon. Donc, on a de l'endettement, mais on est solvable. Ça veut dire que cet endettement, il est très lourd en sortie de crise, mais il est gérable à partir du moment où on est capable de le refinancer, c'est-à-dire à partir du moment où on a de la croissance. Donc, mon obsession absolue, c'est la vôtre en tant que dirigeant d'entreprise en sortie de crise, mais la nôtre en tant qu'économiste, mais que responsable public, que ça doit être vraiment la croissance économique. C'est vraiment ça. Et la croissance économique, c'est que deux choses. Il n'y a que deux choses, pour la croissance économique. C'est le travail et l'innovation. La transpiration et l'inspiration. Sachant que l'inspiration est liée quand même souvent au fait qu'on transpire, donc on en revient beaucoup au travail. Bien sûr. Mais c'est ça qui va nous permettre de rembourser la dette publique. Bien sûr, Nicolas Vouzy, vous êtes applaudi, ça n'est pas surprenant. Il y a quand même la transition écologique, vous ne pouvez pas ne pas en parler. Absolument, mais alors, moi je considère justement que la transition écologique est une transition extrêmement coûteuse. On peut vous opposer, parce dans une période très politique, comme chacun sait. Non, mais la transition écologique... Alors déjà, moi je suis hyper précis sur les mots, parce qu'on parle d'économie verte, etc. Mais il y a des gens, ils mettent l'écriture inclusive dans l'économie verte, donc c'est pas... C'est pour l'essentiel la décarbonation de l'économie. Donc déjà, si on le voit comme ça, on a un chemin. On émet dans le monde, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais à peu près 50 milliards de tonnes de CO2, enfin d'équivalent de tonnes de CO2 par an. Il faut passer de 51 milliards à 0 à 2050 en net. Zéro, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus rien, ça veut dire qu'on n'émet pas beaucoup et que ce qu'on émet, c'est récupéré par des capteurs de CO2, des arbres, etc. Surtout, bon, Alors, comment on fait ça ? On fait ça très schématiquement, vraiment je schématise. On fait ça en électrifiant le plus grand nombre de choses possibles et en augmentant nos capacités d'électricité, mais d'électricité complètement décarbonée. Ça veut dire bien évidemment du renouvelable, c'est très bien, et ça veut dire beaucoup de nucléaire, de la deuxième génération, troisième génération, jusqu'en visant la fission nucléaire dans très longtemps. Donc on voit quand même le chemin, mais ce que je voulais vous dire pour répondre à votre question, c'est que ça coûte cher, ça demande des investissements importants, ça demande donc des revenus importants, et ça demande donc de la croissance, énormément de croissance. Et n'en déplaise à Delphine Batho, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant par ailleurs, mais en fait, il n'y aura de transition écologique que si nous sommes capables de générer de l'hypercroissance. Parce que cette transition écologique coûte très cher. Ceux qui pensent qu'on va y arriver par la décroissance, c'est ceux qui pensent que c'est facile, que le problème n'est pas très grave et qu'on va y aller à la cool. Ben non, vu ce que je vous ai dit, on ne va pas y aller à la cool. Il faudra énormément d'intelligence, énormément de moyens. C'est jouable et en plus la France, pour une fois, a des capacités en matière de, non pas simplement d'utilisation des technologies, mais de production des technologies. J'évoquais la question du nucléaire, mais c'est pas la seule, bien évidemment. Mais donc, ça demande, voilà, c'est pas de la volonté, bien sûr. De la volonté, et puis il faut y aller, il faut générer des revenus, il faudra investir massivement. L'augmentation des prix actuels des carburants, gaz en premier, vous préoccupe. Et puis vous dites, on a eu des taux d'intérêt très bas. Est-ce que cela peut durer ? C'est encore deux questions de conjoncture. Oui, bien sûr. Importantes. Alors, ouais, elles sont très importantes. Bon, sur les prix de carburant, de toute façon, je vais vous dire, il faut avoir le courage de dire les choses. On va mettre en place une taxe carbone en Europe. Aujourd'hui, le prix du carbone en Europe, je ne veux pas dire de bêtises, doit être à 60-70 euros ou dollars, quelque chose comme ça. Tous les climatologues qui regardent ça de très près nous disent qu'il faut aller à 100, et puis après à 150, et puis après à 200. Donc les prix des carburants, les prix du gaz, ça va augmenter de toute façon. C'est la raison pour laquelle il faut faire ce qu'on fait là, les chèques énergie, etc. C'est très bien. Sur la question des taux d'intérêt, écoutez, le consensus aujourd'hui, c'est de dire que les taux d'intérêt vont rester faibles parce qu'on n'a pas le choix, ce qui est vrai. Après, moi, je fais plutôt partie de ceux, ce qui est une façon de répondre à votre question, qui considèrent que l'inflation, pas tout de suite, pas les prix des carburants, mais l'inflation de moyen terme, portée par des augmentations de salaire, par exemple. Moi, je pense qu'il va y avoir des augmentations de salaire assez fortes dans tous les pays développés, portée par le fait qu'il n'y a pas de démondialisation, mais il y
il y a une décélération, on va dire, du processus de mondialisation. Bref, des facteurs désinflationnistes qui existaient ces 20 dernières années sont plus là aujourd'hui. Et donc, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'on peut avoir dans quelques années une inflation, pas à 2 chiffres bien évidemment, mais pas non plus comme ce que l'on a connu ces dernières années. Et donc ça peut un peu faire augmenter les taux d'intérêt. En tout cas, ça fait partie des nouveautés macroéconomiques qu'on pourrait connaître dans quelques années et qui seraient des conséquences de la crise. Exactement. On peut s'attendre, en tout cas. Didier Denué. C'est pour ça qu'il faut l'associer à une croissance forte. Voilà, bien évidemment. Mais en même temps, si vous avez beaucoup de croissance, si on est astucieux et qu'on a beaucoup de croissance et qu'on a un peu d'inflation et des salaires qui augmentent, voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus le tableau le plus catastrophique qu'on puisse imaginer. Encore un mot sur l'Essonne à ce sujet, Didier Denué. Oui, de toute façon, oui, la décarbonation, c'est effectivement important, mais il ne faudrait pas que l'écologie, telle qu'on nous la présente, soit uniquement punitive, mais qu'il faut qu'elle soit collaborative, qu'elle soit, je dirais, c'est un travail commun, de manière à ce que l'on avance ensemble et qu'il n'y ait pas que des freins financiers à l'évolution écologique. Avez-vous le sentiment que dans les entreprises de l'Essonne, que vous connaissez bien, c'est une préoccupation qui tout de même a pris une place assez importante et même de manière peut-être assez rapide ces derniers temps? Question que je peux poser de façon plus générale à Nicolas aussi. Effectivement, c'est une préoccupation qui est prise difficile de faire sans, quoi. On peut plus. De plus en plus en compte et qui est prise par les nouvelles générations surtout et qui arrivent dans les entreprises et qui demandent font pression, et qui font une pression. Et donc, si le marché de l'emploi est tendu et si les jeunes générations poussent sur ce domaine, effectivement, le chef d'entreprise va être obligé de s'interroger. Nicolas, qui a déjà répondu en partie là-dessus. Le mouvement, il est enclenché de toute façon et il va accélérer. Mais les entreprises y sont déjà en réalité. Alors, c'est la toute dernière question peut-être que je vais vous poser avant de demander à nos 2 chefs d'entreprise de vous rejoindre pour Nicolas Bouzou, mais bien sûr avec les commentaires de Didier Denué concernant l'Essonne. Donc, un plan de relance, c'est fait, il est parti. On note, et c'est très intéressant ce que vous nous dites, que alors qu'on parle beaucoup d'une situation politique assez chaotique au plan international, au plan économique, et sur cette crise en particulier, vous nous dites, on a travaillé ensemble, collectivement, finalement, les États, en tout cas les grands États développés, se sont plutôt bien coordonnés et ont réussi à sauver la pire situation. En tout cas. Oui, parce que en fait, cette crise qui nous est tombée dessus, c'est de toute l'histoire de l'humanité, en fait, la première crise mondiale ultra rapide qui nous a tous touchés de la même façon. Et d'ailleurs, l'idée selon laquelle la Chine sort automatiquement gagnante de cette crise, en fait, j'en sais rien pour être tout à fait honnête avec vous, mais me semble un peu rapide. Je pense que c'est un peu une vision mécanique de voir les choses. Vous avez tout à l'heure parlé, c'est très intéressant, du vaccin. Les vaccins ARN messager, c'est quand même Pfizer-BioNTech, c'est une coproduction américano-allemande, quoi. Donc, et Moderna, c'est une entreprise américaine dirigée par un Français. Donc, et les vaccins chinois, ils marchent pas. Donc, et d'ailleurs, je me demande même, moi, je pense qu'il y aura un super coup géopolitique à faire avec la Chine, au passage, en leur vendant des vaccins super chers. Donc, on dit voilà, nous on achète les vaccins. Oui, non, mais bien sûr, des vaccins qui marchent. Le Pfizer-BioNTech, je sais plus combien on l'achète. 15 ou 20 € la dose, on vous le vend à 30 € la dose parce que voilà. Et juste pour terminer sur cette question de la coopération internationale et des vaccins, il y a juste un point quand même qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que là on a l'impression qu'on est en train de sortir de la crise, ou en tout cas qu'on est en train d'entrer dans une phase moins aiguë de la crise, et ça c'est absolument formidable. Mais il ne faut pas oublier que cette crise elle est mondiale et que nous avons notamment en Afrique subsaharienne ou en Inde des pays qui sont des usines à variants, et donc dans notre propre intérêt, nous avons intérêt à les aider. Il y a une initiative que vous connaissez bien qui s'appelle COVAX, qui marche pas très bien parce que les pays développés sont pas motivés. Et je voudrais vraiment faire comprendre que notre meilleure façon de faire de la politique économique l'année dernière, c'était d'acheter des vaccins et de nous vacciner. C'est fait, ça a été fait, et la France a vraiment très bien réussi. Notre principal enjeu de politique économique à partir de l'année prochaine, c'est de donner nos vaccins, exactement, et de faire en sorte que les autres, et notamment les pays pauvres, puissent se vacciner. Et de les partager. Sans cynisme, c'est notre intérêt, bien compris. Absolument, exactement. Tout dernier point, on a parlé, donc le plan de relance, c'est fait, ça a été, et là je reviens sur la situation nationale,
ce plan d'investissement, qu'en attendez-vous? Car ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Le président Macron doit, comme vous l'avez dit, le présenter dans les semaines qui viennent. J'en attends beaucoup. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si ce sera expliqué comme ça par la majorité, mais le plan de relance, c'était un plan qui était très bien fait, qui utilisait la crise comme prétexte pour aider les entreprises à investir dans le numérique, dans les robots, dans l'intelligence artificielle, et puis aussi qui essayait d'adresser un certain nombre de problèmes qu'on aurait dû régler depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas réglés, comme la rénovation énergétique des bâtiments publics, etc. Donc ça, c'était le plan France Relance. Donc c'était bien. Le plan d'investissement tel que je l'ai compris dans mes discussions avec les uns et les autres, c'est autre chose. C'est l'idée selon laquelle il faut qu'on devienne aussi des producteurs de ces technologies. Et ça, c'est le sujet qui m'inquiète le plus. C'est qu'on commence à utiliser les technologies. Vous avez par exemple parlé de la numérisation des commerces. C'est très intéressant. On a fait des progrès avec la crise, grâce aux chambres de commerce, grâce aux collectivités locales, grâce au pouvoir public. Donc c'est très bien. Mais c'est absolument indispensable. Il en reste à faire beaucoup. Mais ça, bien, il en reste à faire beaucoup. Ça, c'est l'utilisation des technologies. Et là, on rattrape un peu notre retard. Mais en revanche, ce qui m'empêche de dormir, c'est que l'Europe ne produit pas de technologie. Il y avait la keynote d'Apple la semaine dernière, mais ça m'a empêché de dormir. Parce que non seulement il n'y a pas d'Apple européen, mais il n'y a pas d'Amazon européen, il n'y a pas d'Alibaba européen, il n'y a pas de Google européen, il n'y a pas de SpaceX européen, il n'y a pas de Tesla européen. Voilà. Donc c'est beaucoup. Et il n'y a pas de Huawei européen. Donc ça fait beaucoup, si vous voulez. Et donc là, c'est vraiment entre nos mains. C'est-à-dire que soit on décide d'être une puissance. Si vous n'êtes pas une puissance technologique, vous n'êtes pas une puissance économique. Si vous n'êtes pas une puissance économique, vous n'êtes pas une puissance géopolitique. Et donc, vous vous faites piquer des contrats bêtement dans le Pacifique par ceux qui ont une puissance technologique et économique. Donc, voilà. ça part de là quand même. Et donc, il faut absolument là, qu'on se ressaisisse au niveau européen et qu'on regarde ce que font les Chinois avec le plan quinquennal, qu'on regarde ce que font les Américains pour que notre ambition... Au lieu de on critique les GAFA tout le temps, c'est très bien. Et évidemment qu'il y a plein d'abus commis par les GAFA et qu'il faut réguler. Je suis 1000 fois d'accord avec ça. Mais simplement, le vrai sujet, c'est quand même nous d'avoir ce type d'entreprise. Voilà. Et ça, je pense que vraiment, je ne veux pas faire de mauvais esprit. Hein. Le débat présidentiel en France, il a ses charmes, etc. Mais je déconseille quand même qu'on reste 6 mois sur les prénoms. Je pense que c'est dommage. non, mais vraiment, je pense que c'est dommage. On peut le dire comme ça. Mais je dis ça, ça n'est pas du mauvais esprit. Hein. Il y a des gens que ça intéresse. Mais il y a des gens que ça intéresse. C'est très bien et qu'on en parle un peu. Mais je pense que notre avenir, quand même, c'est plus de se demander pourquoi. Allez, je vais le dire autrement. Pourquoi Stéphane Bancel m'a expliqué l'autre jour que s'il avait fait Moderna en Europe, il y aurait Moderna, mais ce serait tout petit, il n'aurait pas trouvé de vaccin. Voilà, c'est ça le sujet. Et là, on a un problème. Et le deuxième problème, c'est que tout ça se fait quand même un peu de temps. Vous avez l'air de dire qu'il faut le faire très très vite, mais ça se fait pas. Oui, mais on peut. Ça se fait justement, pas comme ça, plus c'est long, plus c'est urgent. Oui. Bien, Didier Desnues, encore un dernier mot sur cette première partie de nos échanges où on va... Non, et j'apprécie le franc-parler de Nicolas Bozou qui nous explique d'une façon très simple les choses, et ça c'est important. Je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde. On verra tout à l'heure sur la table ronde, effectivement, l'innovation. On va le voir tout de suite, en vous remerciant beaucoup tous les deux. Merci. Vous demandons juste de quitter vraiment la scène quelques minutes. Les voilà, Nicolas reprend son siège, Didier Desnues aussi. Et nous accueillons donc 2 chefs d'entreprise de l'Essonne, dont vous connaissez peut-être les uns et les autres leur maison. À ma droite, c'est Olivier Nogent qui dirige le Global Open Innovation, c'est-à-dire l'innovation ouverte et également les affaires scientifiques. C'est la recherche et développement du grand laboratoire Servier. Et pourquoi Olivier Nogent vient nous voir ? D'abord pour nous parler bien sûr de tout ce dont nous avons déjà dit, mais également pour nous parler de l'implantation qu'ils entendent faire très très prochainement, c'est déjà en cours, sur le site de Saclay. Et on accueille aussi Franck Rafali, qui lui est le président-directeur général, spécialiste des énergies renouvelables et plus spécifiquement encore du photovoltaïque, ce qui n'empêche pas d'aller voir sur d'autres domaines encore. Il est aussi le président du groupement des métiers.
photovoltaïque, c'est bien cela. Franck Raffaly, une assez jeune maison, 2007, je crois, la première année, et déjà d'une jolie taille, je crois, autour de 60 collaborateurs. 60 collaborateurs, et surtout l'intention de doubler, voire tripler ce chiffre assez vite, ce qui va nous ramener sur les questions de recrutement. J'ai une petite question, je l'ai posée tout à l'heure à Olivier Nogent, peut-être que vous vous demandez aussi, comme moi, j'en sais rien, ce qu'est l'innovation ouverte. Olivier Nogent, de quoi s'agit-il? Oui, c'est une bonne question. Et pour commencer, j'aimerais être un chef d'entreprise, mais effectivement, j'ai une responsabilité beaucoup plus limitée. Oui, c'est vrai, j'ai dit entreprise, voilà. plus globale. Mais extrêmement passionnante. Donc l'innovation ouverte, c'est un terme un peu générique dans lequel on y voit un peu ce qu'on veut. Et chacun, comme c'est un terme à la mode, chacun y met un petit peu... sa signification. Le vrai message de l'innovation ouverte, ça consiste à prendre des risques ensemble. Donc on parlait d'innovation tout à l'heure et j'espère qu'on va beaucoup en parler sur cette table ronde parce que c'est un de mes sujets favoris. Prendre des risques ensemble, ça veut dire mettre les énergies et les aspirations ensemble de façon à aller plus loin en termes d'innovation, à être plus courageux. Bien entendu, le modèle économique n'est pas le même, puisqu'on partage le risque et donc on partage davantage aussi les bénéfices. On n'est plus dans une relation avec un donneur d'ordre qui dit voilà comment je vois les choses, et puis une plus petite structure qui dit je vais faire. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil à mettre en place et de beaucoup plus puissant aussi en termes d'innovation. On accueille d'autres propositions et c'est ce qui va se faire notamment à Saclay, j'imagine. Mais restons encore un instant avec vous. Nicolas Bouzou nous dit que c'est une crise sanitaire qui a évidemment eu des impacts économiques très puissants. Évidemment, Servier, vous étiez en première ligne, crise sanitaire bien très, très concernée. Et vous ne l'avez pas découvert, mais on peut le dire encore plus qu'avant, très dépendant aussi de ce qui venait notamment de la Chine. Nous, on a été tous très surpris d'apprendre que beaucoup de nos médicaments courants étaient fabriqués en Chine. Tout à fait. Et je pense que, comme le disait Nicolas, la crise a donné un effet révélateur énorme. Oui, on peut considérer qu'à l'heure actuelle, 96% des médicaments qui sont prescrits en France ont un site de production en Europe. Donc ça, c'est un beau chiffre, c'est bien, ça doit être rassurant. Mais ce qu'on comprend et ce que tout le monde a vu avec la crise, c'est qu'un médicament, ce n'est pas simplement une molécule, c'est un process et c'est un savoir-faire. Donc le process, il a besoin de matières premières. Donc nous aussi, on a nos pédales de voiture. Ça s'appelle des intermédiaires de synthèse ou des briques élémentaires de synthèse. Et donc c'est ça qui est fait en Chine dans notre processus de fabrication. Et c'est ça, effectivement, pour lequel, pour des raisons de coût que vous connaissez bien, on repose notre activité de production sur ces fournisseurs. Donc il y a plusieurs façons de résoudre cette équation-là. On a parlé de consolidation de la chaîne logistique, de déporter et de varier les sources d'approvisionnement. Ça, c'est le bon sens. Et il y a aussi la sortie par l'innovation. Et ça, c'est un élément absolument clé, en particulier en santé en ce moment. Les vaccins qui marchent et qui se sont imposés, ce n'est pas les vaccins à base de protéines recombinantes dont on a l'habitude. C'est des vaccins avec une nouvelle technologie. Et c'est ce qui a permis d'aller plus vite. Et c'est la crise qui a permis d'accélérer ça. Et donc, moins dépendre économiquement et industriellement d'un process qui est basé sur la main-d'œuvre à bas coût, c'est aussi amener des solutions nouvelles. Et donc, c'est mettre de l'innovation et c'est aller vers des modalités thérapeutiques en ce qui nous concerne qui vont être différentes. Et là encore, prise de risque, mais quand ça marche avec un bénéfice pour le patient qui est énorme. Franck Raffaly, de votre côté aussi, cette dépendance en matière de matériaux, de pièces à changer. Et peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre entreprise que j'ai brièvement présentée. Oui, tout à fait. Je vais juste me représenter un instant. Donc, moi, je suis le président du groupement des métiers du photovoltaïque de la FFB. Là, j'ai gagné un repas. Merci, Fabien. Donc, au niveau national. Et d'autre part, je suis le fondateur et président d'une petite structure qui fait 50 salariés, qui s'appelle 6 ENR et qui est spécialisée dans les services aux centrales photovoltaïques, basées en Essonne et qui utilise beaucoup d'emplois non délocalisables. Donc, c'est très important de le dire. Ça, c'est important, en effet. On a prévu une croissance x2 tous les 18 mois et on n'a pas de vision... ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, ça va peut-être coûter cher, mais en fait, pas tant que ça, parce que tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est transition écologique, en fait, il faut y passer, parce que sinon, dans 50 ans, on meurt tous. Donc après, on sera là, on dira ah bah mince, c'est pas une pandémie, mais on peut plus respirer, on va disparaître. Et il faut pas oublier que la loi Elan, en fait,
et la loi de transition énergétique sont des vecteurs qui ont obligé en fait à faire cette transformation. Et tout le monde doit être vertueux là-dessus, le privé comme le public. Et il y en a certains qui n'ont pas démarré. Donc aujourd'hui, on est, nous, petites entreprises, on 850 entreprises dans le groupement. Il faut savoir que toutes les entreprises ont cette croissance, c'est-à-dire 30 à 50% de croissance tous les 18 mois, toutes les entreprises du photovoltaïque en France. Donc c'est vraiment un secteur qui a besoin de produits et d'employés. Dans cette pénurie, parce qu'on parle de pénurie, on a effectivement eu une dépendance très grande des matériaux, parce que d'un seul coup, tout s'est arrêté, en fait. Les panneaux solaires, alors on dit oui, les panneaux solaires, ils sont fabriqués en Chine, en Asie, etc. Bah oui, c'est vrai. La majorité des panneaux solaires, ou en tout cas les composants qui constituent les panneaux solaires, on appelle ça des wafers, c'est-à-dire les petites Alors comment vous avez fait, coupures. vous, concrètement? Vous avez arrêté? Eh ben nous, on a vous avez réussi... mis tout le monde au chômage? Non, on a réussi à se sortir. D'abord, il y a eu un moment de sidération, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu quand même une période de sidération pendant 2 mois où on n'a pas bossé. Et puis après, le bâtiment était le premier secteur qui a redémarré. Si vous vous souvenez, on était devenus les feignants, les mauvais travailleurs. On avait un ministre qui nous disait ça. Alors on s'est mis à bosser avec l'OPBTP et on a fait des protocoles pour retravailler tout de suite. Donc on a commencé à retravailler, mais quand on a bossé, il n'y avait plus de matériaux parce que forcément, il n'y avait plus personne qui bossait pour fabriquer les matériaux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus tellement de la pénurie. Vraiment, ce qui se passe, le problème qu'on a, c'est la désorganisation de tous nos clients. On a des clients complètement désorganisés. Ils ne savent pas préparer les chantiers. Tout ce qui est administratif n'est pas prêt. Et du coup, toute la reprise est là. On a plein de chantiers, on a plein de commandes. On a peut-être... Moi, j'ai 2 ans de carnet de commandes devant moi. Je suis incapable de les produire parce que quand on arrive sur le bâtiment, il n'a pas la forme qu'il devait avoir parce que c'est complètement désorganisé. Donc en fait, on a oublié toutes les bonnes pratiques qu'on avait avant le Covid. Et donc, il va falloir remettre tout ça en place pour pouvoir redémarrer. Mais on a quand même tout l'avenir. J'aimerais bien la réaction de Didier Desnus sur ce qu'il nous est dit là. C'est embêtant quand même. Je voyais juste le président de la Fédération du bâtiment en lui disant qu'est-ce que tu fais quoi, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous si désorganisé? C'est vrai ça. Non, c'est les clients, ce sont nos clients, les maîtrises d'ouvrage qui sont désorganisées. D'accord, et nous, entreprise à la FFB, nous sommes organisés, nous avons tout, le BIM, le Lean, construction, etc. On a tout mis en place, mais ça n'empêche que quand ça foire au départ, ça foire. Alors, autre problème, après faites le commentaire que vous voulez, Nicolas, quand vous voulez. Autre problème, puisqu'il en a été question dans le tableau général que nous avons dressé tout à l'heure, le recrutement, la formation, ça c'est une bonne question pour vous deux. Vous avez un peu de mal là aussi. Alors c'est super compliqué. Oui. On recrute des jeunes. Alors je fais appel s'il y a des jeunes dans la salle qui n'ont pas de travail, levez la main et venez travailler chez nous. En fait, on a un problème. Il y a des internautes peut-être, parce que on a un problème. Ils sont très nombreux derrière. Oui, on recrute là. Moi j'ai besoin d'une 20aine de salariés en Île-de-France. On a un énorme problème, c'est qu'on a un manque de motivation à se lever le matin. On a quand même pas mal de jeunes, qui ne se lèvent pas le matin. On les appelle. Ils sont embauchés en CDI, avec un bon salaire. Ils ont leur camionnette, ils ont leurs outils. À 8h sur le chantier, il n'y a personne. À 9h, il n'y a personne. À 11h, on arrive à les joindre, ou leurs parents, et finalement, ils démissionnent 2 jours après. C'est vraiment un problème très grave qu'on a. Donc là, on est en train de retravailler avec la filière sur une cartographie de tout ce qui existe comme formation, parce qu'il y a plein de trucs qui sont super, qui existent déjà, donc il n'y a pas besoin de recréer. Mais il va falloir qu'on fonctionne différemment, c'est-à-dire que toutes les plateformes de mise en relation, etc., ça marche moins bien. Il va falloir qu'on se réinvente. Je vais être peut-être un peu brutale, mais c'est le président Biden, après tout, qui a dit ça dans une conférence de presse. Vous savez ce que je vais dire. Est-ce un problème de salaire? Je ne crois pas. Je ne crois pas, j'en sais rien. C'est une question, J'en sais rien. Alors, je suis en train de lire un merveilleux livre sur l'entreprise libérée. J'essaye tout, on essaye tout, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut de la motivation, est-ce qu'il faut de la compétence, est-ce qu'il faut de la formation? Il y a tous les outils qui existent. Et bien en fait, je crois qu'il va falloir qu'on attende encore 6 mois, et quand tout le monde sera bien reposé de cette crise, où on s'est reposé quand même pas mal, et bien finalement, on pourra peut-être y aller. Une sacrée crise quand même dans l'organisation du travail, Nicolas Bouzeau. Vous l'observez, là, ce qui se dit là, oui. C'est pas anecdotique quand même. Alors, non, ça pose beaucoup de questions, même sur notre société, oui, je ne sais pas. Complètement. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple des serveurs de restaurants. Il y en a d'autres, mais cet exemple est particulièrement emblématique. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, ont fait de l'introspection pendant la crise et se sont dit que c'était pas le métier qu'ils voulaient faire, que c'était trop dur, pas assez bien payé, etc. Donc
Moi, je suis quand même d'accord avec vous. Je pense que, même si c'est impopulaire dans cette assemblée, mais qu'il y a quand même des branches dans lesquelles la question des salaires, elle doit se poser. Voilà, elle doit se poser. Oui. Alors, d'ailleurs, c'est les salaires, mais c'est aussi le temps partiel, l'organisation du travail. Voilà. Je pense que de toute façon, de fait, c'est un sujet qui va se poser. Après, et je suis aussi très sensible à ce que vous dites, et j'avais écrit un petit livre là-dessus avec Julia de Funès il y a quelques années, il y a une crise du sens du travail. Oui. Alors, c'est pas exactement que les jeunes ne veulent pas travailler, ce serait faux, ce serait excessif et faux de dire ça. C'est plutôt le fait que, alors que pour nos générations, le travail était quelque chose qui était en soi positif, pour les plus jeunes, le travail est quelque chose qui est neutre et donc, en quelque sorte, tout dépend ce pourquoi ils travaillent. Et c'est vrai que c'est un défi qui est colossal pour les entreprises. J'avais cité, alors pardonnez-moi, je déteste citer plusieurs fois les anecdotes, mais je l'avais beaucoup cité parce qu'elle était à la base de ce livre que j'avais fait avec, enfin, c'était l'une de celles qui était à la base du livre que j'avais fait avec Julia de Funès. C'était une complémentaire santé, je me souviens, c'était en rentrant de vacances en 2018, une énorme complémentaire santé. Et le patron me dit, mais je comprends pas parce que on a des super salaires, on a un super comité d'entreprise, on a fait des super locaux et personne ne veut travailler chez nous. Et de l'autre côté, j'étais allé visiter les locaux de SpaceX à Los Angeles où on m'avait dit on paye pas, c'est dur, c'est tyrannique et tout le monde veut bosser chez nous. Bon. Donc, je pense que cette question, au fond, du management, c'est un sujet difficile pour les entreprises, mais c'est un sujet quand même qui doit faire l'objet d'une réflexion. C'est-à-dire comment on manage les plus jeunes, ils ont besoin d'autonomie, donc il faut leur laisser de l'autonomie, il faut donner du sens au travail. La question des salaires, alors là où je vous suis complètement, parce que je ne suis pas quelqu'un de démago, c'est que ceux qui ne se lèvent pas à 8 heures, je pense que là, si leurs parents leur ont pas mis un coup de pied aux fesses, c'est pas à vous de le faire. Donc c'est très difficile à faire, évidemment. Donc là, je vous suis entièrement, je pense que c'est un problème. Mais il me semble aussi que voilà, les entreprises peuvent aussi réfléchir à toutes ces questions, et notamment pour être vraiment pas démago avec vous sur la qualité du management. Parce qu'en France, on a un petit défaut, c'est qu'on nomme managers de bons techniciens. Et ça fait quand même assez souvent des catastrophes. J'ai des exemples comme ça tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et ça donne quand même des catastrophes managériales. Oui, on est en train de pointer quand même un changement assez considérable de entre l'avant et l'après-Covid, il me semble. En tout cas, le Covid a révélé ces problèmes-là qui traversent notre société. Vous l'observez aussi chez vous, chez Servier, qui est un laboratoire très répandu, on le sait, un peu partout dans le monde. L'effet Covid, de ce point de vue-là, était moindre pour plein de raisons. L'arrêt de production ou l'arrêt d'activité des centres de recherche a été très courte. Parce qu'il y avait un impératif de production des médicaments pour assurer la continuité des soins d'une part, donc un impératif de trouver très très vite des solutions, et puis des métiers d'une technicité qui font que les contraintes liées à la distanciation, ce n'est jamais qu'un paramètre de plus dans un environnement qui est déjà complexe. C'est une des premières raisons, je pense. Une autre raison est aussi le fait que par la nature de notre activité et la nature des métiers extrêmement techniques, on a une volatilité de la main-d'œuvre qui est moindre. Il faut beaucoup de temps pour former des techniciens, des ingénieurs ou des chercheurs qualifiés. Et quand ils sont là, ils ont aussi le sens d'une mission qui est de servir, de trouver des solutions pour les patients. Et c'est vrai que, alors c'est pas l'effet SpaceX, mais il y a quand même cette dimension de mission sociétale, de mission et de fierté, d'une solution thérapeutique à trouver. Donc ça fait un ensemble de raisons, il n'y en a aucune qui est suffisante, mais un ensemble de raisons qui font qu'on a été moins impacté. En revanche, par rapport à ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant, les pratiques managériales ont dû évoluer parce qu'on grandit dans l'entreprise, dans une entreprise comme la nôtre, à travers effectivement l'expertise. Et ça a toujours été le cas, pendant longtemps en tout cas. Et ça, c'est un virage qu'on a opéré il y a quelques années et qui nous fait beaucoup de bien. Et effectivement, faire la différence entre un expert et un manager, c'est peut-être du quotidien pour vous et vous le maîtrisez peut-être parfaitement. Dans un grand groupe qui s'est construit sur l'expertise médico-scientifique, ce n'était pas du tout naturel. Et donc, il y a eu un travail de fond très important qui n'est pas encore fini parce que ça prend beaucoup de temps, mais qui est extrêmement bénéfique. On va revenir bien sûr sur le nouvel incubateur que vous allez implanter à Saclay et qui touchera aussi à la question de l'emploi, puisque vous allez en proposer beaucoup, et à la question de l'environnement, qui sera le vôtre. Encore un mot peut-être, et avec Didier Desnus, mais vous allez peut-être tous en parler. On avait abordé cette question de
implanter en tout cas la production en France. Est-ce qu'on peut parler de réindustrialisation ou est-ce que le mot est un peu fort ou est-ce qu'il va nous falloir quand même pas mal de temps? Question pour tout le monde, chacun de là où il est. Didier Desnus. Je crois que avant de réindustrialiser, il faut analyser la chaîne de valeur et savoir ce que l'on va réimplanter, ce que l'on ne va pas réimplanter. Alors évidemment, il y a le souci des matières premières, c'est clair. Mais je crois qu'il faut absolument réimplanter en France, voire en Europe, sur des produits qui ont une forte valeur ajoutée. C'est idiot de réimplanter des masques, par exemple, puisqu'on l'a fait, mais on les a, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas compétitif et qu'on ne le sera pas. Donc voilà, je pense qu'il faut être très prudent sur la façon dont on veut réindustrialiser. Par contre, ici, on a une terre d'avenir, on a du foncier, on a de l'innovation, on a de l'intelligence, on a tout ce qu'il faut pour implanter des entreprises. Vous allez nous dire un mot de Campus Fab, je pense qu'avec plaisir même. Alors, ça va être avec plaisir, mais là, Campus Fab, je vais vous dire, c'est très technique. Donc, je vais être obligé de vous lire mes notes parce que j'ai peur d'une part de m'y perdre et puis d'autre part de ne pas satisfaire les techniciens qui sont dans la salle et qui connaissent bien Campus Fab. Campus Fab, c'est quelque chose de magnifique. D'ailleurs, j'invite tous les gens présents ici à aller voir ce que c'est Campus Fab. Au départ, c'est un projet collaboratif et innovant qui est piloté par un consortium rassemblant les grands acteurs industriels, le représentant des entreprises et puis les centres de formation. Safran, Dassault Systèmes, ADECO, la FORP, AFPA, la Faculté des métiers, FIVE, le GIFAS, le GIM, Astec et bien entendu la CCSN. C'est un projet qui a été soutenu par les établissements publics, la région, la préfecture, Grand Paris Sud, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Donc Campus Fab, c'est quoi ? Campus Fab, c'est une plateforme de formation, 2000 m² environ, tout neuf, équipée des dernières technologies de fabrication et conçue avec un outil partagé. Donc là, on parle de continuité numérique. Donc c'est des machines qui se parlent entre elles. Lorsque j'ai visité, j'ai pris l'exemple de cette usine qui pourrait être un camion autonome qui livre les matières premières, la chaîne de production qui est automatisée et un camion autonome qui va livrer ensuite les différentes plateformes. Mais pour autant, il va falloir de la maintenance. Pour autant, il va falloir... C'est propre à Nicolas Bouzou, c'est pas de la destruction créative. Mais c'est effectivement un changement de paradigme et je pense qu'il est important que les entrepreneurs et les entreprises de l'industrie soient sensibilisés à ces nouvelles technologies. Parce que j'ai bien peur que si ça arrive trop tard, eh bien le train soit passé et qu'on ait du mal à aller derrière. Oui. Donc c'est un système numérique de gestion sur 5 pôles différents. Un pôle d'usinage, un pôle de fabrication additive, ça c'est de l'imprimante 3D. Je sais, déjà ça au moins je sais. C'est un pôle d'assemblage, c'est un pôle de maintenance et de moyens de production. C'est une salle digitale de contrôle d'analyse du data et des process. On a une petite ingénieure sur place qui est capable de tout faire fonctionner avec son petit ordinateur qu'elle trimballe partout. C'est assez fantastique. C'est répondre aux besoins de recrutement sur les métiers de l'industrie. C'est développer les compétences des salariés. C'est renforcer l'attractivité des métiers industriels. Et c'est aussi faire voir aux jeunes des lycées et des collèges que l'industrie, c'est pas l'industrie de Zola. C'est pas sale par terre. On mange. Campus Fab, on mange par terre. Il n'y a pas une goutte d'huile, il n'y a rien du tout. Alors voilà ce qu'est Campus Fab. Et Campus Fab, c'est un outil fantastique. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir et c'est quelque chose qui, pour moi, a un avenir si on sait bien le faire fonctionner. Une réponse, ou en tout cas une proposition à la réindustrialisation dont on parle et à la formation. Réaction, vous avez tous les deux envie de réagir. Olivier Nogent, puis Franck Raffaly. Ce que disait le président, parce que ça fait complètement écho à ce qui se passe en ce moment en termes de production pharmaceutique, et en particulier la bioproduction. On évoquait tout à l'heure l'innovation apportée par les vaccins ARN. C'est une des modalités thérapeutiques innovantes. Il y a la thérapie par les anticorps, par les cellules souches, par les gènes, la thérapie génique. Et tout ça, ça demande un niveau de technicité beaucoup plus important. Et
exactement dans cette logique-là et tout à fait en complémentarité parce que les innovations qui vont pouvoir se faire sur cette plateforme-là pourront probablement aussi contribuer à des chaînes de production de médicaments biologiques. Et donc en France, il y a un grand plan qui est largement soutenu par l'État à travers le PIA, à travers le CSF, qui consiste à développer sur le territoire les capacités de bioproduction de médicaments. Et donc, ce n'est pas simplement une expertise pharmaceutique. En amont, il y a beaucoup de métiers. Il y a besoin de capteurs, il y a besoin de process de fabrication continue qui sont très nouveaux en pharma, mais qui existent depuis longtemps dans d'autres industries. Donc, il y a une synergie. Et là, c'est sortir par le haut, par l'innovation de cette situation un peu difficile à travers laquelle on est passé. Franck Raffaelli. Oui, je voulais reparler de la relocalisation de la production. Vous savez tous que la loi Elan, il y a une partie dans la loi Elan qui est ce qu'on appelle la transition énergétique, qui traite de la transition énergétique, et tous les bâtiments tertiaires ou tous les bâtiments de plus de 1000 m² de bureaux par exemple doivent une déclaration de consommation et en 2030, ils devront consommer 40% de moins d'énergie. Il faut le savoir, c'est une obligation légale. Il faut savoir aussi que ça pourra se faire. Enfin, il n'y a pas d'obligation de moyens, il n'y a qu'une obligation de résultat. Il faut savoir que ça pourra être fait, par exemple, par l'apport d'énergie renouvelable. Eh bien, l'énergie renouvelable, soit on va acheter que des panneaux en Chine, soit on va en fabriquer en France. Il y a des projets formidables en France. Par exemple, il y a le projet Belenos. C'est un projet qui se fait entre deux industriels, un à Carquefou et un dans l'est de la France, qui sont des fabricants de panneaux solaires photovoltaïques français, et qui vont faire une gigafactory, donc c'est en cours, c'est à peu près 600 millions d'euros d'investissement pour ces deux industriels. Et oui, il y a de la relocalisation de production. Ce sont des technologies qui sont à valeur ajoutée, c'est pas des produits, c'est pas simplement des produits verriers, il y a plein d'innovations derrière. Et en France, on a un législateur formidable parce que par ses contraintes, finalement, il oblige les filières à s'organiser et parfois à relocaliser. Alors, ce n'est pas un effet Covid, mais c'est ce qui va se passer bientôt. Comment arrivez-vous à former, à recruter déjà, et à former, et sur quelle base, je veux dire, quelle est la formation initiale de ceux que vous embauchez ? Alors, je voulais juste faire une précision par rapport à tout à l'heure. Ce ne sont pas les gens qui sont chez nous qui ont du mal à se lever, ce sont les gens qu'on va recruter, qu'on a du mal à recruter. Je veux vraiment le préciser. Je suis entouré de gens formidables, et une fois qu'ils sont dans l'entreprise et qu'ils ont passé le test de la semaine, en fait, il reste des années. On préfère. Donc, sur la formation, sur le recrutement, parce qu'on a quand même vraiment un problème de capter des talents. Et les talents, pour nous, c'est d'abord des poseurs. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément de formation. Ce sont des gens qui doivent avoir simplement un permis, qui sont intéressés par la chose technique, qui au moins se posent des questions, qui savent lire un plan. Et puis ensuite, nous allons les former en interne. Nous faisons ce qu'on appelle des écoles en interne par une équipe dédiée qui va faire un parcours d'intégration. On a un livret d'intégration et on a un parcours d'intégration qui dure à peu près une semaine déjà, rien que pour des techniciens. Et puis après, en fait, par toute la mosaïque de ce qui existe déjà dans toutes les structures de formation, en fait, il y a des choses qui sont plus proches de nos métiers. Et ce sont ces formations que nous allons essayer de récupérer, ou en tout cas, on va essayer de récupérer les gens qui sont issus de ces formations. Voilà ce qu'on va faire. Un petit peu. Nicolas Bouzou, vous voulez commenter tout ce qu'il entend là ? Oui, non, sur la question des relocalisations, je pense qu'il ne faut pas réduire la question de la réindustrialisation aux relocalisations. Parce que les relocalisations, je pense néanmoins, certaines sont possibles, mais que leur spectre est relativement limité. Et surtout, c'est quand même le consommateur, le juge de paix. C'est-à-dire que c'est lui qui décide in fine s'il est en capacité d'acheter une production qui a été relocalisée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Carlos Tavares explique que s'il relocalise des usines, c'est une augmentation de 30% des coûts de production, c'est sûr du coup que les gens ne vont pas acheter des voitures 30% plus chères. Je sors d'une réunion avec Pascal Ebel du Crédoc qui montrait que 50% des gens en France, 50% de nos concitoyens n'arrivent pas à acheter ce qu'ils veulent en matière d'alimentation. Ils sont contraints. Donc on ne va pas leur demander d'acheter plus cher des choses qui sont produites plus près. Enfin, c'est pas possible, ils n'en ont pas les moyens, ça ne marche pas. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de possibilité de relocalisation, je dis que ça ne peut pas faire une stratégie de réindustrialisation. Je pense que la question de l'industrialisation, c'est ce que vous avez employé le maître mot, c'est-à-dire c'est une question de production à valeur ajoutée. C'est-à-dire, au fond,
c'est plus une question de localisation en fait que de relocalisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de développer sur notre sol des secteurs, des industries, des entreprises dans des domaines innovants. Et dans le secteur de la santé que je connais bien, je peux vous assurer que oui, là en oncologie, en matière de thérapie génique, on a vraiment des gens qui sont extrêmement compétents. On a en plus, alors pour employer un mot vulgaire dans le domaine de la santé, mais un marché qui est très grand, parce qu'en oncologie, par exemple, on a des centres de lutte contre le cancer qui sont très efficaces, qui sont remarquables, qui sont en capacité d'acheter les meilleures technologies, les meilleurs médicaments et de les administrer. Donc, vous voyez, là, pour le coup, on a vraiment des atouts. Et je préfère qu'on mette de l'argent public et de l'argent privé dans une usine qui va faire qui va faire une nouvelle molécule en oncologie, plutôt que mettre beaucoup d'argent dans une entreprise. Allez, pour rester dans le domaine de la santé, comme j'ai dit du bien de la majorité du président pour les critiquer, relocaliser de Doliprane, par exemple. Je trouve que la relocalisation de Doliprane, je vois bien l'astuce politique de Doliprane, tout le monde connaît, donc ça fait bien de dire qu'on a relocalisé du Doliprane. Du point de vue économique, je suis pas de Doliprane, je pense qu'on peut en acheter à l'étranger, le stocker, quoi. Ce que le président Denis nous a dit tout à l'heure, effectivement, d'aller plutôt sur un segment nouveau. Parlons justement de l'incubateur, c'est le moment, Olivier Nogent, et puisque c'est bien ce qu'il se propose de faire, et ce qui nous permet, on va poser la même question d'ailleurs aussi à Franck Rafalis, qui permet de montrer comment dans l'Essonne, on peut profiter aussi des autres, c'est-à-dire essaimer, évidemment, le plateau de Saclay, vous en donnerez quelques illustrations. Alors, vous arrivez donc avec un nouvel incubateur. Oui, et pas que. En fait, Servir relocalise une très grande partie de sa R&D sur le plateau de Saclay, dans le quartier dit du Moulon. Donc il faut savoir que Servier, c'est une société qui est internationale. On a une image de marque de société française à juste titre parce qu'on a grandi en France et on s'est développé énormément en France. Et notre R&D est à 85% en France, donc on rejoint les notions de valeur ajoutée. On est quand même présent dans 150 pays. Et donc, on a une implantation mondiale. Et on fait le choix de continuer à faire le pari de la France pour l'innovation. Et donc, on crée un centre de R&D qui va donc se trouver sur la zone Paris-Saclay et qui va regrouper 1500 collaborateurs. Et ça va être un lieu tout à fait nouveau et qui va apporter, qui va être un élément de transformation très fort. D'une part, parce qu'on retrouvera sur le même site à la fois les chercheurs et les cliniciens. Ça vous paraît anodin, mais c'est énorme. Bien sûr que non, oui. Voilà, c'est super important parce que le clinicien, il connaît le patient, il parle au patient. Le chercheur, allez, on va prendre l'image d'Épinal, il est dans ses éprouvettes. C'est plus tout à fait ça dans un laboratoire où effectivement maintenant on peut manger par terre tellement c'est propre et c'est de la haute technologie. C'est plutôt une ambiance de microchip et de micro-réactions. Mais il n'empêche, ce continuum vers le patient est clé. Donc ça va être un endroit efficace et aspirationnel. Et en plus, vous avez évoqué aussi une dimension clé dans ce projet, c'est le fait de s'intégrer dans un environnement. Alors attention, la découverte de médicaments, ça ne se fait pas sur le pas de la porte. Les expertises sont parfois rares et on va les chercher où elles sont. On fait des partenariats avec des experts, avec des sociétés où ils sont, et ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Danemark. On a récemment fait l'acquisition d'une société danoise. On va chercher l'expertise où elle est, mais malgré tout, le fait d'être dans un environnement riche, technologiquement parlant, stimulant, ça change énormément. Et donc, le centre de recherche va être fait, y compris dans sa structure, parce qu'il y aura une zone accessible au public, va être fait pour travailler en mode très ouvert, en mode collaboratif. Et donc, je viens sur la question de l'incubateur, puisqu'on a pris la décision d'adjoindre à ce site, qui sera un site purement Servier, d'adjoindre un bâtiment spécifique qui sera réservé à l'accueil de start-up. Et avec une logique très spécifique, qui est de considérer que ça ne sera pas des start-up étiqueté Servier, c'est-à-dire Servier aurait une préemption sur la propriété intellectuelle qui est produite ou sur le capital des sociétés. Les sociétés viendront, elles postuleront puisqu'il y aura un board qui fera l'évaluation des sociétés, donc un comité de sélection tout à fait ouvert avec des personnalités du monde économique et du monde de l'innovation pour sélectionner les bonnes sociétés, les bonnes startups qui rentreront dans les lieux et qui n'auront dans un premier temps à faire que de payer un loyer
et de travailler avec un opérateur qui sera là, professionnel. On s'est associé à Biolabs, qui est un opérateur de grand renom. Et voilà ce qu'on veut faire, un creuset, un lieu d'innovation pour ces startups, pour qu'elles puissent se développer sur le territoire de Paris-Saclay. Et en plus, elles pourront se tourner vers nous, et c'est ça que moi je porte avec énormément de vigueur, elles pourront se tourner vers nous pour nous demander du conseil d'experts. Parce que l'innovation, c'est aussi énormément, bien entendu, une question de savoir, autant Bien que sûr. de savoir-faire. D'où l'importance et l'intérêt de ce voisinage Exactement. que vous venez chercher, Didier Desnues. Évidemment, c'est tout à fait la vocation du plateau Saclay, mais pas seulement, de votre pas seulement, département. mais je vais juste quand même rebondir sur ce qui a été dit. Oui, effectivement, c'est un creuset pour les startups, etc. Mais il manque quand même une petite pierre, c'est qu'il faut leur trouver des financements. Et on n'a pas les niveaux de financement nécessaires. Ah oui. Et bien souvent, ils partent ailleurs. Et ça, c'est bien dommage. Il faut arriver à trouver la possibilité de financement dans ce domaine. Je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas Bauzou. Peut-être intervenir. Vous vouliez dire autre Oui, chose, pardon, pardon, allez-y. juste réagir à ce qu'il vient de dire. Je voulais abonder dans votre sens. C'est effectivement, on a une richesse. Alors, le French bashing, c'est assez facile. Reconnaissons qu'on a une richesse de mécanismes de soutien à l'innovation et à l'amorçage. Donc, toutes ces sociétés, c'est fantastique. Là, depuis 10 ans, elles ont des capacités à Il faut créer, pousser un peu. à exister qui sont formidables. Et effectivement, derrière, il y a le gap, la légende de la vallée de la mort, qui n'est pas qu'une légende. Et donc, on manque en Europe, c'est aussi ce que disait Nicolas tout à l'heure dans la première table ronde, d'investissements massif. Pour rentrer dans une étude clinique, ce n'est pas 5 ou 10 millions. Vous rajoutez un zéro, c'est 200, 300 millions. Ce n'est plus du tout les mêmes règles du jeu et du coup, ce n'est pas les mêmes investisseurs. Et en France, les investisseurs, c'est plus des investisseurs de type bancaire traditionnellement. Et donc, l'investissement de risque, le capital risque, est beaucoup moins développé, à contrario des États-Unis. Et donc, je vous laisse la parole parce qu'à mon avis, vous avez beaucoup de choses à nous... Non, mais Ce qu'on peut regretter, bien je sûr. suis mille fois d'accord avec vous. Je pense que c'est un sujet crucial. On manque de capital en France et en Europe. On a fait des progrès en France. Aujourd'hui, on a des levées de fonds qu'on n'avait quand même pas, ne serait-ce qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc, on commence à avoir des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros, parfois des levées de fonds à 100 millions d'euros. Donc, c'est bien. Mais en fait, il faut encore ajouter un zéro. Vous avez dit qu'il fallait ajouter un zéro, mais il faut encore en ajouter un. Parce que ce que vous dites est très important. Il faut bien comprendre ce qui se passe et j'aimerais que nos concitoyens le comprennent parce qu'ils verraient qu'on gage des talents. En fait, on forme des gens qui sont très bons, qui créent des entreprises, parfois avec d'ailleurs un peu d'argent de l'État ou d'argent de la BPI, c'est très bien. Ils vont faire un premier tour de table, ça se passe bien, donc l'entreprise grandit. Ils vont faire un deuxième tour de table, ça y est, ça marche, il faut industrialiser. Et là, on part. Voilà. Donc, c'est vraiment, mais c'est dommage, quoi. Enfin, je ne sais pas mieux le dire, si vous voulez. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut faire très attention à la fiscalité du capital. Je pense qu'on a une fiscalité du capital qui est redevenue normale en France. Il faut préserver cette normalité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faille aller plus loin, mais je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. En tout cas, il ne faut pas l'augmenter. Et puisque, justement, je parlais de débats intéressants pour la présidentielle, un sujet, moi, qui me tient à cœur, par exemple, serait la construction en Europe de l'équivalent d'un Nasdaq, c'est-à-dire un marché financier de l'innovation. Alors, quand je dis l'Europe, d'ailleurs, en fait, c'est pas exactement l'Europe, parce que je pense que ce sera trop compliqué. Donc, je pense qu'il faut voir ça avec nos amis allemands, italiens, portugais, espagnols. Enfin, voilà, il faut faire ça avec 4 ou 5 pays. Ce sera déjà assez ambitieux. Nos amis d'Euronext vont nous dire que ça existe déjà avec Euronext, mais c'est pas vrai, parce qu'un marché de l'innovation, le Nasdaq, c'est le Nasdaq, c'est tout un environnement, c'est toute une technique, c'est des analyses, c'est beaucoup de profondeur dans le marché, donc il faut vraiment un marché spécialisé. Tant qu'on n'aura pas ça, je vais reprendre les deux exemples de la vaccination, mais enfin c'est quand même très... BioNTech, l'entreprise allemande, elle est cotée au Nasdaq. Moderna est cotée au Nasdaq, je crois, en tout cas sur un marché américain. Vous voyez, donc nous gâchons tout l'argent que nous avons mis dans la formation des talents, les entreprises, etc. Donc c'est juste dommage. Voilà, et donc je vous demande de m'aider à faire cette pédagogie pour faire comprendre ça. Et souvent, nous les voyons partir, ces talents, en plus. Bien sûr, exactement. Oui. En bon Didier entrepreneur, on va dire à l'État où est votre retour sur investissement. Oui, exactement. Il y a de ça. On a beaucoup de sujets encore à traiter. On est un peu... On se dépêche. Non, c'est pas grave. Mais au contraire. Mais je voudrais juste vous laisser un peu de temps dans la salle, si vous le souhaitez, comme nous l'avons promis. Sur l'incubation, moi, je voulais juste réagir.
Nous, dans notre métier, pour incuber, il faut avoir des trucs à incuber. Quand même. Il faut innover, il faut incuber. Nous, on met juste des boulons sur des écrous, ou l'inverse. Et franchement, je vais vous parler plus de résilience et de subsidiarité. Nous, dans nos groupements et dans nos entreprises, on a des fédérations qui nous permettent en fait de mettre en commun nos difficultés, de mettre en commun les innovations s'il y en a. Et du coup, c'est ça la vraie résilience et c'est ça la vraie subsidiarité. On n'est pas dans des laboratoires ou des incubations localisées. On est complètement dans des entreprises étendues. Et en fait, en ce moment, on se surprend à raisonner sur le territoire national avec des entreprises du photovoltaïque. Alors, dans le bâtiment, il y a le BIM, il y a Ligne Construction, etc. Nous, on a mis en place des réseaux. Et on a mis en place des réseaux de réflexion et des groupes de réflexion au niveau national sur une thématique métier qui vont nous permettre d'avancer très vite. Alors, c'est même plus une question de financement, parce qu'il n'y a pas besoin de financement, il y a juste besoin d'avoir des bonnes idées. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Est-ce que vous, sur le plan de la digitalisation, vous êtes satisfait chez vous, Franck Raffaly? Je ne pose même pas la question à Servier, j'espère quand même qu'ils y sont. Mais c'est quand même un des points qui pose encore problème pour beaucoup de PME de l'Essonne, dit le président. Pardon, on le laisse répondre, puis vous nous parlerez peut-être au niveau de l'Essonne. Ça reste un sujet quand même. Alors pour ma part, ce n'est pas un sujet, puisque j'ai passé tout le début de ma carrière pendant 20 ans dans l'informatique et dans la construction d'outils sur Internet. Mais dans mon entreprise, en fait, on travaille tous en entreprise étendue. Il faut savoir que ma DAF habite Nantes, elle vient une fois par an au bureau. Ma secrétaire est à Tours, à Beaumont-la-Ronce exactement. Et nos équipes sont à la fois à Tours, à Toulouse et à Montpellier. Donc on travaille totalement en entreprise étendue. Et si on n'avait pas digitalisé tous nos process, eh bien en fait, on ne pourrait pas le faire. Donc on a tout un tas de workflow, le workflow des données, des informations dans l'entreprise. Tout est informatisé et tout est online, et puis on fait beaucoup de réunions virtuelles, comme c'est la mode en ce moment. Non, il n'y a pas de problème. Je pense que toutes les entreprises, et beaucoup d'entreprises, forcément, quand on a une taille d'entreprise toute petite, c'est difficile, mais dès qu'on atteint un seuil, c'est plus un problème. Aujourd'hui, tout existe, et puis tout est gratuit. On a les GAFA qui nous ont mis à disposition à peu près tout ce qu'on voulait. Donc en fait, c'est facile. Oui. Là aussi, peut-être que la crise a permis d'avancer un peu, Didier Desnus. Oui, non, mais je crois que je vais vous embaucher. Je vais vous embaucher en tant que collaborateur à la Chambre pour expliquer aux entreprises l'intérêt de la digitalisation. Oui, c'est un vaste combat. Ça fait plus de 15 ans qu'on est en train d'expliquer et aux commerçants et aux entreprises l'intérêt de la digitalisation. Cette crise nous a aidés, il faut être honnête. Cette crise nous a aidés, elle a fait apparaître les lacunes et les possibilités de... Moi, le premier, la première fois où j'étais sur Zoom, je me demandais sur quel bouton il fallait appuyer, je dois être honnête. Mais je crois que ça, de toute façon, il n'y a pas la question à se poser. De toute façon, il faut y être. Bien sûr. Il faut y être de quelle façon? Alors, concernant les commerçants, on est multicanal. Je crois qu'il faut répondre à l'attente du client, il faut être présent, il faut être au service du client, pardon. Et je crois que pour les entreprises, c'est pareil. Mais les choses évoluent dans le bon sens. De toute façon, l'entreprise qui n'y est pas va mourir. Donc c'est clair. Je crois que là, il n'y a pas d'autre solution. Et comme je le disais, je pense que la sensibilisation, elle a été faite là. Elle a vraiment été faite là maintenant. Et vous, CCI, évidemment, vous proposez d'aider les entreprises, les plus petites. On en prend un exemple. On a une petite vidéo à vous faire entendre, très courte, je crois, si on veut nous la montrer. Merci beaucoup. Dominique Pénisson, gérante de la grange à fil de Lucé, implantée à Lardy. J'ai une petite boutique de laine, de loisirs créatifs, et j'organise également des ateliers créatifs. J'ai été en contact avec les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne pour un diagnostic numérique, parce que la présence sur les réseaux sociaux aujourd'hui est absolument incontournable pour les créatifs. Nous avons fait donc un diagnostic de l'existant et ensuite j'ai eu beaucoup de conseils sur l'utilisation d'outils divers et variés, notamment des outils gratuits pour développer mon activité. Je vais juste rajouter un mot, que ce soit dans le domaine du développement durable ou que ce soit dans le domaine de la digitalisation. Dans le domaine du développement durable, on est tête de file sur la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France, c'est-à-dire que nous,
on va pas dire, nous chapeautons l'ensemble des départements. Et sur ces ensembles des thématiques, nous avons tout un chemin pour l'entreprise, depuis la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, quel que soit le niveau de l'accompagnement, en interne ou à l'extérieur, avec des consultants de bon niveau pour pouvoir progresser, et jusqu'à la labellisation. Et je vais le dire parce que mon voisin vient de me le souffler à l'oreille, c'est grâce à la CCI que mon voisin était 9001. Voilà, c'est le travail de la CCI. Oui, je peux dire un mot là-dessus. En fait, quand on était tout petit, il fallait, par le législateur qui avait décidé de mettre des contraintes pour limiter quand même la possibilité de faire du photovoltaïque, il fallait pouvoir être ISO 9001, ISO 14001. Mais pour une entreprise de 3-4 personnes, être ISO 9001, 14001, c'était complètement inatteignable. Et donc, la CCI est venue nous voir, et grâce à la CCI, tout le parcours a été simplifié. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes ISO 9001, 14001, et on a pu grandir aussi grâce à ça. Merci beaucoup. Débloquer certaines raideurs, certains blocages français bien connus, parfois c'est bon de pouvoir les débloquer. Est-ce qu'on a quelques questions, réactions dans la salle, si vous le voulez, avant de conclure nos échanges avec la conclusion du président d'ENU? Est-ce que, voilà, un micro qui se balade pour vous, comme on dit? Merci. Peut-être en vous présentant très brièvement. Merci, monsieur. Merci, Joseph Nouvelon. Je suis chef d'entreprise retiré des affaires. J'ai été membre de cette chambre de commerce pendant plusieurs mandats. Je voudrais saisir la remarque de M. Franck Raffaelli sur le comportement des jeunes au travail et inviter les membres de cette assemblée à faire une bonne action. Je m'investis dans des missions locales d'emploi, que ce soit Dynamique Emploi à Évry ou la mission intercommunale vers l'emploi de Corbeil-Essonnes et le Club FAS. Et bien sûr, nous nous posons la question de comportement des jeunes face à l'emploi. On dit qu'ils sont loin de l'emploi, mais ils sont loin de l'entreprise. Et il y a un excellent programme que je trouve excellent, qui est mis en œuvre, qui est celui de Garantie Jeunes, et qui a été étendu récemment, et qui permet à des jeunes, sur une durée de presque 1 an, de se former pour accéder à l'emploi. Mais nous ne sommes pas assez nombreux, il n'y a pas assez d'entreprises, de chefs d'entreprise pour s'investir là. Donc, appel. Donc je fais appel et ceux qui s'intéressera, et c'est le moment de faire quelque chose de très utile. Et soit d'être mentor, c'est-à-dire d'aider un jeune qui cherche de l'emploi dans sa recherche d'emploi. Et deuxièmement, de montrer des métiers, de dire ce que vous faites, comment vous faites dans l'entreprise. Et là, tous ceux qui veulent bien m'aider dans cette action, ils passeront leur carte de visite et je leur prendrai contact avec eux. C'est la bonne occasion de rapprocher l'école, les jeunes et l'entreprise. Vous avez bien raison de saisir cette occasion et dites-vous... Et dites-vous qu'au-delà de cette salle, il y a aussi des internautes. On comprendra, j'imagine, votre contact, monsieur. Enfin, ça va se faire, j'imagine, assez facilement. Petit commentaire là-dessus. Oui, je voulais faire un petit commentaire. Il ne faut pas oublier, donc il y a Joseph Nouvelon qui a parlé. Il y a Henri de Monceau qui est là également. Et on a aussi une association qui s'appelle AJE 91 qui fait la relation entre les entreprises et les structures de formation. Je veux dire qu'il y a plein de choses qui existent, mais il faut vraiment qu'on soit plus pragmatique. Et moi, j'en suis premier à être un petit peu triste qu'on ne soit pas plus pragmatique. Mais je pense qu'à la FFB, on va faire quelque chose avec toutes ces structures pour arriver à susciter l'envie aux jeunes. L'envie. Et on a également dans la salle le président de FAS 91 pour les gens en difficulté d'insertion. Autre question ou remarque dans la salle? C'est ici au deuxième rang, madame. Merci aussi de vous présenter. Bonjour, Marie-Odile Lefort. J'ai une entreprise de fabrique de macarons dans l'Essonne. Qui n'aime pas les macarons? Alors moi, je souhaite quand même savoir quelque chose concernant la transition écologique, énergétique. Est-ce que les TPE ne vont pas rester un petit peu à l'écart? Car c'est des transitions difficiles à mettre en place dans des TPE, dans des PME, par rapport aux grandes sociétés qui, elles, imposent des cahiers des charges, etc. et surtout avancent beaucoup plus vite
que des petites PME où, par exemple, ne serait-ce que faire le bilan carbone d'une entreprise où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est toujours difficile. Quand on n'a pas de personnel dédié, comme les grandes maisons, bien sûr. De quelle façon Nicolas, quand même. Vont-ils pas rester un peu derrière, quand on sait que le tissu des PME est quand même très important en France? Très bonne question, Nicolas Bouzou. C'est une excellente question sur le... Vous avez d'autant plus raison que je pense qu'à terme, on va assister à un développement important de ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière, c'est-à-dire que le bilan carbone fera sans doute partie de l'alias fiscal en quelque sorte, mais on n'en est quand même pas là. Alors ça commence à se faire un tout petit peu en France sur une base facultative. Il y a une initiative, puisque maintenant il y a une ministre déléguée à l'économie sociale solidaire et à la responsabilité environnementale, qui est Olivia Grégoire, qui travaille sur ces sujets et qui, de ce que j'en vois, essaie quand même de faire les choses intelligemment pour ne pas justement que ce soit trop problématique pour les PME, et donc de commencer sur une base facultative et voilà, et peu à peu, en effet, de faire monter cette comptabilité extra-financière. Après, je vous avouerai mon ignorance quant à l'industrie des macarons et quant à la production des macarons. Non, mais je suis bien être un consommateur, mais je ne suis pas producteur, je préfère vous les acheter. Mais peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une industrie qui pose particulièrement problème en matière, dans l'agroalimentaire, en tout cas, en matière de CO2. Il y a des enjeux, en revanche, vous voyez, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie de la viande, chez les éleveurs, là, il y a vraiment des enjeux urgents et qui sont extrêmement lourds, des coûts importants et des transitions à faire rapidement. Donc là, c'est vraiment compliqué. Je pense que, j'imagine que dans votre industrie, on a quand même un petit peu plus de temps pour s'adapter. Oui. C'est quand même difficile parce que les donneurs d'ordre, ce sont les GMS qui demandent des cahiers des charges très élevés. Je vous rappelle que 80% de la production agroalimentaire est vendue à 6 clients en France. Donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est eux qui sont les donneurs d'ordre. Ce ne sont pas eux qui ont le meilleur exemple, mais c'est eux qui, dans leur cahier des charges, demandent de plus en plus de choses concernant la RSE. Et c'est vrai que il faut y aller à marche forcée. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on peut penser. Simplement, je m'aperçois que le travail est très important à faire. Je ne doute pas que les chambres de commerce vont nous aider. Et ça, j'y crois beaucoup et je vais me tourner vers elles. Mais je m'aperçois que la vitesse est importante par rapport à ça. Merci, madame. Encore une dernière question, si vous le souhaitez. Puis on demandera à Didier Desnus de conclure cet échange. On a été très clair. Petite conclusion, je ne sais pas, l'un ou l'autre d'entre vous, puis Didier Desnus, on va vous laisser conclure tout seul. Moi, si on revient sur mon sujet de la transition écologique, en fait, on est devant les 30 glorieuses. En fait, ce qui va se passer, c'est que vraiment, on va se réinventer. On parle de RSE, on parle de CO2, de GES, on parle de bâtiments, on parle de mobilité. En fait, vous avez vu la vitesse à laquelle c'est en train de se transformer, la mobilité électrique. On parle d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. C'est formidable ce qui nous arrive. En fait, c'est formidable. Alors oui, on a eu une pandémie, on a eu une petite pandémie, on a eu une grosse pandémie. On s'est arrêté pendant un petit peu de temps. En fait, on s'aperçoit que tous les secteurs économiques redémarrent plus fort qu'avant. Eh bien, profitons-en. C'est un tremplin pour aller vers la meilleure vie de l'humanité avec toutes ces transformations qui nous arrivent. Et puis, faisons en sorte que c'est quelque chose de positif. Bravo, on va rester sur ce mot de conclusion que nous partageons. Je vous propose de laisser le président seul sur scène pour sa conclusion solennelle tout de même. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Ça va être difficile de faire une conclusion derrière celle-ci, mais je vais quand même essayer. Bon, comme vous avez pu le comprendre et comme cette conclusion qui vient de nous être apportée prouve effectivement qu'on est à l'aube d'un rebond assez fantastique. Et vous m'avez enlevé le mot que je voulais oser, c'est-à-dire le mot de glorieuse. Je pense qu'on a des années glorieuses devant nous. Peut-être pas 30, il ne faut peut-être pas être aussi optimiste, mais on en a quelques-unes. C'est alors dans ce contexte toujours changeant que les commerçants et les entreprises vont avoir à élire leurs nouveaux élus de la Chambre de commerce. Du 27 octobre au 9 novembre prochain,
les cadres dirigeants du commerce et de l'industrie et des services. 36 d'entre eux, bénévoles, et 18 membres associés. Alors ces élections consulaires, elles sont certainement moins médiatiques que certaines, mais elles sont sûrement très très importantes pour le territoire. Évidemment, à quoi ça sert une chambre de commerce? À quoi ça sert de voter? Quelques chiffres. Entre 2016 et 2020, la CCI Essonne, c'est 6700 rendez-vous avec des chefs d'entreprise différents. C'est 22 000 porteurs de projets qui ont été informés, formés. Comme on l'a dit tout à l'heure, on les suit, on les aide. Je peux vous dire que le taux de réussite des porteurs de projets après être passés par la CCI, il est largement supérieur au taux qui est fait lorsqu'ils se débrouillent tout seuls. Il y a eu 1400 commerçants accompagnés et il y a eu 71 000 formalités au centre de formation des entreprises. Au cœur de la tempête, les CCI ont été plus que jamais mobilisés pour soutenir, informer, orienter les chefs d'entreprise en difficulté. Les CCI ont fait le job et ont prouvé leur efficacité et l'importance de proximité avec les entreprises. Là encore, c'est près de 3000 dirigeants qui ont été accompagnés par la cellule Urgente Entreprise en 2020. Une action de terrain essentielle qui a permis à bon nombre d'entre eux de maintenir le cap et de relancer leur activité. Je dois souligner ici le travail efficace et constructif que nous avons eu avec la préfecture et les services de l'État dans cette période compliquée, des réunions hebdomadaires, bi-hebdomadaires quelquefois, dans lesquelles nous faisions remonter les informations du terrain, auxquelles on nous redescendait avec difficulté les différences entre les effets d'annonce et puis les décrets qui descendaient derrière, de manière à informer au mieux tous nos compatriotes. Ce rôle essentiel et impactant est incarné par des élus qui transmettent le message, défendent les intérêts des entreprises, cherchent des solutions et répondent à leurs attentes. Voter aux élections dans la CCI, c'est voter pour les acteurs du développement économique. Plus votre mobilisation et votre participation sera forte, plus vous donnerez du poids à l'entreprise et aux entrepreneurs. Ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Alors, du 27 au 9 octobre, faites entendre votre voix et votez. Alors, même si ces derniers mois ont été particulièrement difficiles, j'ai été fier de piloter à côté de mes collègues élus cette belle maison. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur implication sans faille. Ils ont fait preuve pendant toutes ces années passées à mes côtés une implication extraordinaire auprès des entreprises. Un grand merci également à nos partenaires, aux élus locaux, à tous ceux qui ont fait œuvre en faveur du développement économique de notre territoire. J'ai bien sûr une pensée très forte pour les équipes de la CCI de l'Essonne qui œuvrent sur le terrain au service des entreprises et des entrepreneurs. Je tiens à les remercier pour leur dévouement. Je peux vous dire que dès le Covid arrivé, tout le monde était sur le pont avec son ordinateur pour répondre aux chefs d'entreprise et pour expliquer de ce qui se passait. Alors bien évidemment, un grand merci à Dominique Rosset pour sa parfaite animation des débats, Nicolas Bouzou pour son franc-parler, sa compétence et ses éléments d'optimisme qu'il nous a apporté. Je crois qu'on a beaucoup de belles choses à faire. Dommage, j'aimerais bien avoir quelques années de moins pour voir tout ce qui va se passer parce que ça va être fantastique. Il y a en Essonne une terre d'innovation au pluriel, une énergie incroyable pour créer, pour innover, pour entreprendre. Et j'ai eu un vraiment grand plaisir à encourager, à stimuler et accompagner son développement. Alors bien sûr, je souhaite à toute l'équipe des nouveaux élus et de son nouveau président beaucoup de réussite au service des entreprises et des entrepreneurs essonniens. Je vous remercie pour les nombreuses personnes qui ont suivi et qui pourront également revoir cette manifestation je ne sais pas, c'est quoi, c'est les technologies nouvelles, j'ai du mal aussi. Donc, c'est, hein, voilà. Et merci également à toutes les personnes qui ont été présentes physiquement et qui ont répondu favorablement à notre invitation. Merci à tous et bien sûr, on va boire le pot de l'amitié.